Déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Le sujet, vous le connaissez, mais voilà, on va bien évidemment parler de e-commerce. Et pour cela, je suis accompagné de Florian. Tu es Rebonjour tout le toujours. monde. Voilà. Et dans du e-commerce, mais dans un contexte particulier qui est pour certains encore contre-intuitif dans le contexte B2B, puisque Coban est spécialisé B2B et Florian, tu as une grosse expertise là-dessus aussi. Et je te propose de te présenter et de présenter ton agence. Eh ben allez, avec plaisir. Merci beaucoup Fabien. Donc moi Florian, du coup, je suis cofondateur de Dedi Agency, une agence en stratégie digitale spécialisée e-commerce que j'ai co-créée il y a plus de 21 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas énormément. L'e-commerce, on a aujourd'hui, nous, 60% de nos clients qui sont sur des stratégies B2B. Donc on fait effectivement plus de B2B que de B2C. Notre métier, nous, hein, c'est effectivement donc de créer ce nouveau canal e-commerce quand il n'existe pas. Sinon, c'est donc de le refondre pour l'améliorer, fluidifier les parcours, connecter les CRM, les ERP, etc. C'est de faire la conception, la création de configurateurs sur mesure, hein. Quand on est fabricant, on a souvent des choses qui peuvent être un peu complexes à digitaliser et donc on a développé de fortes expertises là-dedans. Comme je le disais, stratégie B2B et B2C, et puis aussi et surtout un accompagnement sur le long terme par rapport à ce canal de vente, hein. C'est pas quelque chose qu'on met en place et qu'on ne regarde pas, c'est quelque chose qu'on met en place et qui est vivant avec tous nos clients, nos commerciaux et toutes les personnes du coup qui vont l'utiliser. Et comme technologie, on utilise Shopify, hein, qui est le leader international, hein, aujourd'hui en termes de solutions techniques, et notamment Shopify Plus. On est certifié Shopify Plus, et c'est ici qu'on va trouver la brique B2B. Et sinon, pour des cas d'usage plus open source, développement sur mesure, on utilise la techno qui s'appelle Silius. Et je suis Bon, ravi d'être là ce matin avec vous tous. Merci eh encore, Fabien. ben, je t'en prie. Et effectivement, on t'a invité parce que, un, tu as une expertise B2B, ce qui est pas si fréquent que ça dans les agences e-commerce. Et notamment, on va parler dans le contexte avec la connexion Shopify, puisque voilà, c'était un peu l'intitulé du webinaire, puisqu'il y a une connexion native. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Koban, hop, on est un outil français, CRM. Alors, on est plus jeune, hein, voilà, on n'a pas 21 ans, on a 14 ans. Ouais, donc, Pas mal. je te dois le respect. Je te dois le respect. Et nous, en fait, on est l'éditeur de la solution, donc on est basé à côté de Lyon. Voilà, Florian aussi, t'es lyonnais. Et on propose en fait une solution qui permet de gérer la relation client dans sa globalité, donc avec différents modules, hein, comme vous le voyez, et notamment, il y a tout un ensemble de fonctionnalités internes à Coban, mais on va se coupler selon les contextes avec d'autres écosystèmes. Donc bien souvent, ça va être des ERP, mais également quand il y a un e-commerce, on va se coupler avec le e-commerce pour apporter de la valeur et centraliser l'intégralité des données. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment comment faire fonctionner à la fois une stratégie de e-commerce en B2B, donc qu'est-ce que ça peut vous apporter comme valeur, et dans un point de vue un peu plus large d'intégration avec votre système interne et notamment un CRM. Juste avant d'attaquer le webinaire, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires, donc les caméras et les micros sont coupés pour qu'on puisse échanger et interagir plus facilement et que tout le monde puisse écouter. Vous avez le chat qui est disponible, donc vous pouvez vous poser vos questions, faire vos remarques. On va essayer de le regarder au fur et à mesure. Et on a un temps d'échange à la fin qui est prévu pour répondre à vos questions. Et donc, je vous propose de démarrer le sujet. Et Florian, tu avais quelques métriques sur la partie e-commerce. Allez, tout à fait, merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle d'e-commerce, hein, et notamment en sortant du Black Friday, Cyber Monday, on pense tous à nos achats perso, hein, stratégie B2C. Mais effectivement, l'e-commerce n'est pas réservé au B2C et le B2B se développe énormément. Petit chiffre de la FEVAD, hein, de la Fédération française de vente à distance, nous dit, hein, du coup, en référentiel, hein, qu'il y a une croissance de 52% de chiffre d'affaires, hein, réalisé du coup sur la partie e-commerce B2B. Ça a attaqué depuis 2019, hein, vraiment un énorme déclencheur.
On le sait tous, hein, crise Covid aussi oblige, hein, donc c'est ce qui a effectivement un petit peu activé tous ces éléments-là. Donc l'e-commerce B2B est en forte croissance, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de fabricants qui ouvrent finalement ce nouveau canal de vente. Et puis il y a aussi forcément aussi beaucoup plus d'utilisateurs qui sont demandeurs de cette autonomie pour réaliser leurs achats. Donc l'usage, clairement, hein, il est là. Et si on n'a pas de site e-commerce B2B, bah, soit on perd énormément de temps aujourd'hui pour réaliser des tâches type devis ou ADV, soit sinon, mécaniquement, on perd du CA ou on ralentit sa croissance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus stratégique. J'ai d'autres chiffres, voilà, tout à fait. Alors là, ça, c'est des chiffres qui sont issus du coup d'une étude de Shopify, hein, qui m'ont fourni du coup pour l'occasion. Ce qu'on voit ici déjà en termes d'usage, c'est que 70% des acheteurs, bah, en fait, ce sont donc des millennials, hein, des gens qui ont entre 26 et 41 ans. Donc on a affaire à des gens qui ont effectivement l'usage Internet et web qui est prépondérant chez eux dans leur quotidien. 83% des acheteurs préfèrent passer par une plateforme dite self-service, hein, donc de ne pas dépendre de quelqu'un pour réaliser son achat ou réaliser ses demandes de devis ou autre. 87% des acheteurs seraient prêts à payer un peu plus, donc ça veut dire que ce n'est pas la guéguerre du prix non plus, seraient prêts à payer un peu plus en fonction du coup d'une bonne expérience digitale, une bonne expérience du coup digitalisée. Et puis le chiffre aussi qui peut faire mal, c'est 90% hein, des acheteurs qui seraient prêts à quitter leur fournisseur si justement l'outil qui est dans leurs mains ne leur convient pas dans leur quotidien. Parce que clairement, l'acheteur, il est susceptible soit de gagner du temps, soit de perdre du temps par rapport aux interfaces que vous allez lui proposer, lui mettre dans les mains. Ouais, et c'est un point sur lequel on reviendra un peu plus tard, mais en fait, le fait qu'on soit sur 70% maintenant des acheteurs qui sont des millennials, donc dans une tranche d'âge qui a l'habitude, et puis même on s'en rend compte, nous, à titre perso, de passer par des plateformes, hein, voilà, euh, bah, en fait, c'est un comportement qui se transmet maintenant sur la partie B2B. Alors, tout ne peut pas passer en e-commerce, hein, on en discutera tout à l'heure, Florian, mais clairement, il faut au maximum faciliter le process d'achat. Clairement. Et pour faciliter le process d'achat, bah, le moteur de croissance, hein, B2B, pour le reciter encore une fois de plus, hein, aujourd'hui à date, c'est Shopify Plus, qui permet donc d'accélérer tous ces usages. On pourrait aller plus loin hein, dans le détail via les questions-réponses, mais Shopify, hein, qu'est-ce qui va permettre de faire? C'est justement bah, de travailler des expériences d'achat hyper fluides, comme pour un usage B2C, si vous voulez, hein, mais que ce soit hyper fluide, que ça marche sur le mobile, que ça marche de partout, que ce soit hyper efficace. Et le constat, quand on passe du coup sur un site moderne, ben, on remarque en moyenne 33% d'augmentation des commandes qui sont faites en self-service. Et puis, on constate aussi 20% d'augmentation en moyenne des fréquences de renouvellement, le reorder, quoi, hein, le fait que les personnes recommandent finalement des paniers précédents. Et ça, c'est des chiffres qui sont hyper stimulants et à piloter au quotidien, justement quand on met en place un site e-commerce B2B. Ouais. Et là, dans ces métriques, on le discutait tout à l'heure, Florian, il en manque Mm. une qui est un retour d'expérience que nous, on a de par nos clients qui ont mis en place ces stratégies-là. C'est également le fait que le client étant autonome sur la plateforme, il va pouvoir consulter le catalogue, il va pouvoir éventuellement découvrir de nouveaux produits, de nouveaux services que vous proposez. Et en fait, ça fait aussi augmenter le panier d'achat. C'est-à-dire que, un, vous avez plus de commandes, elles sont plus fréquentes et le panier moyen est plus important. Donc en fait, c'est gagnant sur toute la stratégie. Clairement. Ouais, donc je reviens un peu sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure, mais finalement, cette croissance en B2B qui, voilà, selon les métiers, des fois paraît un petit peu contre-intuitive parce qu'on a l'habitude, quand on est industriel, fabricant, de bosser avec le réseau en direct, les commerciaux et ainsi de suite. Mais en fait, vos acheteurs sont demandeurs d'avoir une stratégie et une autonomie sur la possibilité de passer des commandes. Voilà, alors parce que bah, il y a une disponibilité 24/7 hein, déjà, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre que vous soyez ouvert pour passer une commande, ils le font à leur rythme. Ils sont en autonomie totale sur la plateforme, ils vont pouvoir voilà, consulter le catalogue, choisir leurs produits, prendre les refs qui les intéressent. Et également, ils ont accès à l'ensemble du catalogue, aux disponibilités. Ils peuvent savoir où est-ce qu'en est leur commande sans avoir besoin de solliciter les personnes chez vous, l'ADV, les commerciaux par rapport à ça. Donc, résultat, c'est que, un, c'est plus fluide pour votre client, mais également pour vous, bah, ça permet de réduire vos coûts de traitement
et d'avoir alors un chiffre d'affaires inattendu parce que voilà, Florian, tu parleras de certaines réussites. Il y a des fois l'explosion du chiffre d'affaires, ou en tout cas un chiffre d'affaires qui est généré par ce canal-là qui est hyper importante. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête si jamais vous n'avez pas encore de plateforme e-commerce dans votre stratégie, parce que alors, effectivement, tout n'est peut-être pas achetable en ligne, mais en tout cas, si il y a des éléments de réassort, de consommables, des éléments comme ça qui sont facilement bah, commandables en ligne, en fait, ça vaut le coup derrière de mettre en place une plateforme. C'est ça, et puis le terme qu'on utilise souvent, hein, c'est justement cette scalabilité qui peut avoir derrière ça, hein. C'est de se dire, OK, dans mon canal de vente, client connu, client régulier, comment je peux faire x2 de chiffre d'affaires à staff égal? C'est ça. Or, C'est-à-dire sans avoir besoin de recruter plus de commerciaux c'est ou autre, ça. quoi. C'est ça. Et ben du coup, le canal e-commerce du coup ben, peut permettre de faire ça justement en rendant le client plus autonome hein, du moment où il a effectivement une interface et un usage qui soit vraiment optimisé. Et Yes. la transition est toute donnée du coup avec cette slide, c'est effectivement hein, un site e-commerce, bon bah c'est magnifique hein, et très bien en termes de B2B. Mais sans CRM, on navigue à l'aveugle. Alors, l'image que j'aime bien donner, moi, c'est s'il y en a parmi nous hein, qui éditent des catalogues papier hein, de leurs différentes offres et de leurs différents services. En fait, il faudra imaginer que vos prospects, que les lecteurs aient des lunettes connectées, les nouvelles lunettes Ray-Ban ou peu importe, et que vous puissiez avoir de l'info en temps réel sur quelles sont les pages qu'ils consultent, sur quels produits ils s'attardent. S'il est intéressé, par exemple, par la signalétique, est-ce qu'il va s'intéresser à du covering de son camion ou à l'enseigne qu'il va y avoir au-dessus de son magasin? Et bien ça, c'est les informations qu'un CRM peut vous donner du coup par rapport à l'usage d'un site e-commerce. C'est justement cette vision augmentée du comportement de navigation bah, de vos prospects et clients sur vos sites. C'est ça. Et bah, le point, c'est que ce qu'on disait, hein, finalement, l'e-commerce, c'est un super levier. Mais comme tu viens de le souligner, Florian, si derrière, alors oui, ça va générer plus de commandes, mais si on n'optimise pas la récupération d'informations, les datas qu'on collecte, eh ben, on perd un levier. Et globalement, voilà, on avait identifié un problème qui est globalement OK, les commandes affluent, mais si vous n'avez pas derrière un outil qui vous permet de gérer ses commandes, de récupérer de l'information, bah finalement, on va continuer à naviguer un peu à l'aveugle parce que la vision du client va être fragmentée. On aura des infos dans le e-commerce, dans le ERP, dans le CRM, mais ça ne va pas communiquer. Bah, les relances derrière, le suivi par le commercial va être désynchronisé du cycle d'achat du client ou de commandes qu'il a déjà faites et relancé dans un mauvais timing. Les données sont dans plusieurs systèmes. Et alors, voilà, en préparant le webinaire, Florian, tu me disais que toi, et ça se voit que vous avez l'expérience B2B, c'est que mécaniquement, quand tu déploies un e-commerce, tu le couples avec le RP. Ouais, Parce que voilà, forcément, pour c'est vrai que, comme je le disais précédemment, hein, l'idée c'est de gagner du temps. Parce que rarement l'objectif de faire un site e-commerce est d'aller à de la conquête ou de l'acquisition de nouveaux chiffres d'affaires. L'idée, normalement, enfin, qui arrive généralement en premier lieu, c'est gagner du temps. Gagner du temps avec un site e-commerce où je dois ressaisir des commandes et qui finalement me crée des sources d'erreurs, du SAV, etc. Bah là, du coup, on n'a pas bossé le truc jusqu'au bout, quoi. Il faut effectivement que ça dialogue parce qu'en contexte B2B, évidemment, ce qui est compliqué par rapport à du B2C, c'est de digitaliser la relation commerciale et le bagou du commercial en disant, bah tiens, aujourd'hui il pleut un peu, mais comme tu es sympa, je te fais moins 10% sur tel prix par rapport à si tu m'achètes avec un produit à côté, etc. Et tout ça, logiquement, ça doit être effectivement bien traité dans le RP et CRM pour qu'on puisse bah, se connecter avec cette interface-là et que du coup, on ait vraiment une expérience unifiée. voilà. Et là-dessus, alors, des fois, le travail d'intégration n'est pas fait. C'est Mm. des cas qu'on rencontre où, en fait, il y a les commandes qui arrivent du e-commerce, mais elles sont ressaisies par l'ADV. Et là, dans ces cas d'usage, parce que l'intégration ERP peut être compliquée, en fait, on passe par Coban, c'est-à-dire qu'on centralise les données et on les fait transférer à l'ERP. En fait, Coban devient un hub finalement, donc voilà, en fonction des cas d'usage, on va pouvoir y répondre. Et donc, bah, justement, la solution et ce qu'on vient d'évoquer, c'est que en couplant Shopify directement avec Coban, on va créer une synergie qui va être
hyper intéressante parce que on va avoir déjà la centralisation des informations. Donc, tu parlais, Florian, de récupérer comme si le client avait des lunettes connectées, de savoir sur quelle page il a vu, ce qui l'intéresse dans le catalogue et ainsi de suite. Donc, on va récupérer de la donnée qui pourra être traitée par le service commercial, par le service marketing éventuellement. On va avoir une vue en temps réel du pipeline, donc les commandes qui ont été effectuées, celles qui sont passées par le canal e-commerce ou en cours. On va pouvoir mettre aussi à dispo dans la plateforme éventuellement les devis en cours, ça, on en reparle un peu plus tard. Et derrière, une stratégie de marketing automatisée en fonction du comportement réel qu'aura eu la personne sur la plateforme. Le cas le plus évident, on reviendra dessus, mais on approfondira un peu plus tard, c'est le cas du panier abandonné, hein, classiquement. C'est-à-dire, bah, OK, il y a un panier qui a été abandonné. Est-ce que je transmets l'info au commercial ou est-ce que, en fonction du montant, ça vaut pas le coup que le commercial s'en occupe directement parce que bah, le commercial a un coût hein, quand même, puis il doit prioriser surtout son Ouais. activité et de se dire, bah ouais, peut-être qu'un scénario de marketing automatisé, en prenant l'identité du commercial, hein, pourquoi pas, pour dire, bah ouais, j'ai vu que voilà, vous aviez votre panier qui était en cours, voilà, comme tu disais, il pleut, je vous fais moins 10% ou des choses comme ça. Ça peut rentrer dans une stratégie complète par rapport à ça. Et voilà, on rentre maintenant Ouais. dans des cas concrets pour voir un petit peu comment tu as mis ça en place, notamment sur des Ouais, clients. l'idée du coup, hein, c'est de prendre des tips et puis bah, de mettre voilà trois noms qui peuvent parler un peu au plus grand nombre. Vous donner voilà trois cas d'usage et puis ce qui peut se passer derrière. On ira un peu plus après sur des tips génériques, mais là on a trois stratégies vraiment différentes qui ont été déployées respectivement pour JV, GFX et Facom. Il y a un point commun, hein, ils aiment bien le rouge dans leur logo, mais au-delà de ça. JV, du coup, hein, c'est un fabricant équipementier bah, de motos, hein, casques, gants, top case, etc. JV a une activité, une communication grand public, mais a surtout historiquement un réseau de revendeurs européens. Ce réseau de revendeurs, bah, de par sa diversité, de par la dynamique aussi hein, du deux roues et puis de l'équipement et de l'amélioration continue de tout ça, ils sortent énormément de nouveautés. Au bout d'un moment, cette fameuse scalabilité que j'évoquais, elle devenait compliquée. Du coup, bah, forcément, pour distiller la bonne information et incentiver du coup tout son réseau de revendeurs. Donc, JV a un site e-commerce B2B qui est ce qu'on appelle un site fermé. Hein, donc c'est un site où je rentre forcément login, mot de passe et à partir de là j'ai une expérience qui est personnalisée. Donc tout dialogue bien effectivement avec les systèmes derrière hein, pour avoir les bons prix, pour avoir les bons catalogues, pour avoir les bons suivis effectivement de commandes, etc. JV, ils ont opéré une refonte de leur site e-commerce, ça veut dire que le canal était déjà en place avec une certaine efficacité. Par rapport aux chiffres que j'ai donnés au tout début, hein, cette expérience du coup commençait à dater. On refond plus rarement un site B2B par rapport à un site B2C. Typiquement, j'ai un site e-commerce, hein, peut-être de prêt-à-porter, tous les 2 3 ans, je fais une refonte parce que les codes changent hein, sur la navigation, sur le site web et tout ça. Dans le B2B, généralement, les cycles sont plus longs. Mais on oublie du coup, bah ouais, encore une fois, que nos acheteurs, ce sont des millénials et qu'ils ont besoin d'avoir des interfaces qui soient aussi fluides qu'un usage B2C. Donc là, on a fait la refonte complète donc, de l'expérience utilisateur en réfléchissant effectivement et en regardant les comportements, les données de comportement, sur comment on peut raccourcir les chemins et comment le site peut effectivement apporter du conseil C'était aux quoi clients. les enjeux chez JV quand ils voulaient refondre le site? C'était uniquement du parcours ou il y avait d'autres points derrière? Bah, du parcours dans un objectif d'améliorer le panier moyen et la récurrence d'achat. Et c'était aussi ben, de mettre en place, je trouve plus le mot, de mettre en place une porte d'entrée, enfin quelque chose de plus compliqué pour les futurs fournisseurs ou pour leurs concurrents. Parce que demain, un revendeur de casques de moto, on peut imaginer qu'il revend plusieurs marques. Il revend du JV, il revend peut-être d'autres choses. Le fait d'avoir quelque chose d'encore plus cossu et encore mieux travaillé, bah, ça peut permettre aux acheteurs d'aller mécaniquement beaucoup plus sur le site B2B de JV versus les autres fournisseurs. Ouais, Donc il y donc avait c'était cet enjeu, effectivement, de un barrière à facteur l'entrée. Voilà. différenciant aussi C'est pour eux, ça. quoi. Ouais. Un enjeu de barrière à l'entrée. Yes. GFX, là, on a affaire à un cas qui est un peu différent. GFX, on est dans du B2B, mais du B2B pour l'usage.
du client. Donc ça peut ressembler à du B2C, mais on est quand même sur un profil d'acheteurs pro qui sont dans un contexte en plus d'outillage hein, de bâtiment, donc qui sont dans un contexte de mobilité et de consommation sur chantier. Et là, l'idée, c'était justement un enjeu de scalabilité. Comment le canal e-commerce peut représenter 75% du chiffre d'affaires et en même temps que la boîte, elle fasse x2 de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un objectif qui a été rempli. Donc là, on bosse avec eux depuis plusieurs années, hein, mais c'est un objectif qui a été rempli dans le timing qui avait été donné par la direction. Et là, l'idée, c'est d'être dans l'amélioration continue, parce qu'on est effectivement aujourd'hui dans des usages hein, qui évoluent tout le temps, donc on les accompagne toujours. Là, l'idée, c'était comment le canal e-commerce peut m'aider à scaler réellement mon développement de chiffre Donc là, d'affaires. ouais, sur le GFX, c'était vraiment plutôt à destination des artisans, donc des gars sur les chantiers, des choses comme ça, plutôt que des acheteurs groupes ou Voilà, alors là, c'est pas des de revendeurs, ouais, distributeurs. c'est ceux qui utilisent. Alors après, ils ont quand même des belles PME hein, comme clients, mais c'est à destination de l'utilisateur, ouais, tout à fait. Et le dernier cas qui est intéressant, qui a encore une fois une autre stratégie, c'est Facom. Je vais reprendre l'exemple hein, du catalogue papier. Facom éditait la Bible Facom hein, tous les 5 ans, un énorme catalogue qui restait effectivement chez tous les revendeurs d'outillage qui adorent cette marque. Et ben Facom a arrêté l'édition de catalogue papier, catalogue historique, hein, qui était conservé jalousement par tous ces revendeurs, au profit d'un site e-commerce qu'on a développé du coup sous Shopify Plus. Et Facom a ce catalogue maintenant numérique finalement, où les gens peuvent consulter de manière beaucoup plus simple et fluide tout le catalogue, hein, versus un catalogue papier. Et tout ça est évidemment piloté, enregistré, analysé par les équipes marketing hein, qui ont travaillé en strat avant sur voilà, c'est quoi les segments, qu'est-ce qui m'intéresse en termes de parcours, c'est quoi les tendances de recherche, d'achat, etc. Et là, du coup, c'était ouais, comme si on parlait effectivement d'une digitalisation du catalogue, quoi. Ok. Et là, à chaque fois, c'est à destination du B2B, donc c'est le sujet du webinaire, donc c'est parfait. Mais est-ce qu'ils ont Pas en mal. parallèle aussi, ouais, c'est plutôt raccord. Mais est-ce qu'ils ont aussi en parallèle une stratégie à destination des particuliers, ceux-là, ou d'autres exemples que tu aurais, où finalement la stratégie est différente avec soit de e-commerce ou des approches qui vont être segmentées? Ouais, bah, en fonction de la maturité justement du fabricant, il y a soit, comme tu viens de le dire, deux sites vraiment différents. C'est le cas de JV, hein, par exemple. Hein, si tu vas sur jv.fr, tu vas avoir un site hyper expérientiel avec un motard sur les routes, etc., qui va te montrer pour du grand public qu'est-ce qu'il y a effectivement comme produit. Mais le B2B, il est sur une autre URL, sur une autre adresse, qui est réservée du coup aux clients en compte. Et c'est même une autre technologie, tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, Après, tu as d'autres sites. Là, récemment, du coup, typiquement pour un fabricant de cordes pour tout ce qui est escalade, etc., ils ont un site B2C parce qu'ils se sont fait connaître d'abord par le grand public passionné d'escalade, etc. Et là, maintenant, ils ont de plus en plus de revendeurs finalement qui seraient intéressés de revendre leur marque. Et on a créé sous Shopify, hein, avec différents plugins, outils, une expérience B2B également sur le site central. Donc j'arrive sur le site central, je suis d'abord accueilli comme un particulier, dans une expérience type particulier, mais j'ai un espace pro qui me permet de découvrir potentiellement mes offres différentes, mon catalogue différent et les services que je vais avoir du coup de la part du fabricant pour avoir toutes les infos qui vont bien pour revendre au mieux tous ces produits. Ouais, parce que là, ce que tu évoques, effectivement, la différence entre le particulier et le pro, nous, on a des cas d'usage où finalement le catalogue pro, même en termes de tarification, de conditionnement, va être très différent. Et donc, il faut globalement, quand le pro arrive sur son espace, qu'il retrouve ses tarifs, ses conditionnements, ses remises spécifiques, et qu'il y ait une vraie fluidité entre son catalogue tarifaire s'il passe par un commercial et Mm. son espace client et éviter le cas d'usage. Alors, je sais pas si, quoi, je l'ai vécu, hein, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement. Sur Dell, typiquement, si vous allez sur le site de Dell, vous allez avoir des offres et des remises spécifiques. Et si vous appelez Dell les commerciaux, ils n'ont pas les mêmes. Et donc, c'est des fois des situations qui vont être compliquées pour le commercial de pouvoir gérer parce que finalement, si le client passe par le site web, ben, il le touche moins cher. Donc,
c'est ce genre de situation qu'il faut réfléchir en amont. Et je pense que voilà, quand tu travailles sur la mise en place d'un écosystème e-commerce, c'est des choses qui reviennent naturellement et que tu structures dans la démarche. Et puis il y a le marketing de l'offre aussi qui change tout. Quand tu es sur un site web pour acheter pour toi-même, bon bah tes arguments, tu te les fais un peu pour toi et puis tu étais peut-être intentionniste d'achat sur quelque chose. Mais quand tu fais un site e-commerce B2B pour tes revendeurs, il faut aussi que dans le marketing de ton offre, tu argumentes et que tu aies du contenu aussi qui va leur servir à mieux vendre après tes produits. Donc tu es aussi un facilitateur business pour tes clients consommateurs de ton site e-commerce, hein, parce que voilà, c'est des revendeurs. Et donc mécaniquement aussi, bah, tu es à la source de toutes ces informations-là et tu peux proposer effectivement une expérience différente, quoi. Ouais, avec des ressources qui vont être spécifiques Mm. pour la typologie de client. Ouais. Donc en fait, ouais, Tout à fait. clairement, en fait, c'est pas concurrent du particulier si jamais vous avez deux offres. Mais en tout cas, ça vient en complément et il faut le travailler de manière différenciée. Complètement. Yes. Allez, on va passer. On avait travaillé sur des cas d'usage, Ouais, c'est des ça, pour actions. donner du concret. Yes. Donner du concret, bon, bah, chez ces trois personnes-là et même d'autres, hein, avec tous les autres clients B2B qu'on accompagne, si on essaye de résumer hein, les 5 tips de l'intérêt, encore une fois, hein, d'avoir un CRM qui fasse l'objet de lunettes augmentées hein, sur notre catalogue et sur notre parcours d'achat. Le premier élément, c'est déclencher des actions automatiquement au bon moment. Donc ça, c'est le marketing automatisé, marketing automation. On le dit tout le temps, on l'affiche, on l'explique jamais, tellement ça paraît évident pour tout le monde. Mais ça veut dire quoi concrètement? Tu l'as cité tout à l'heure, ça peut être effectivement la relance de panier abandonné. La relance de panier abandonné, on le vit tous quand on est dans un usage B2C. En B2B, ça n'a rien à voir. Si je suis par exemple sur une commande, un panier type, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Réapro, une commande que je fais régulièrement du réorder. Si j'abandonne mon panier, c'est peut-être un problème qui est stratégique pour moi, dans le sens où j'aurai pas ma Réapro pour ensuite nourrir mes différents clients. Donc là, le CRM va pouvoir détecter ça, justement. OK, ça c'est le cas d'une commande qui est récurrente, le panier est abandonné, ce n'est pas normal. Je vais pouvoir effectivement soit relancer le client, soit relancer le commercial en fonction hein, des typologies de clients, mais je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment personnalisé. Donc automatiquement au bon moment, une relance de panier abandonné, hein, ça ne se fait pas de la même manière qu'un B2C où j'inonde 10 000 personnes ou 100 000 personnes de la même manière. C'est là, je pense, vraiment d'un point de vue chirurgical à tous mes clients sur comment ça peut réellement les servir. Ouais, c'est là où le CRM aussi prend tout son sens dans la mécanique, parce qu'en fait, on va voir toutes les datas du client, on va pouvoir personnaliser, alerter le commercial s'il y a un commercial référent, hein, si, il C'est y a un ça. key account dessus, de pouvoir lui dire, tiens, il y a ton client qui a une commande en cours, que le commercial puisse regarder, savoir est-ce que ouais, il veut relancer ou pas. Après, ça, c'est de la Hum, stratégie commerciale, ou même, comme tu le disais, de l'automatisme. Et là où aussi c'est intéressant, c'est d'avoir des logiques qui vont être adaptatives en fonction par exemple, du montant du panier abandonné. Si c'est hum. un petit panier à moins de 100 balles, par exemple, bah, est-ce que ça vaut le coup que le commercial prenne son téléphone ou envoie un mail ou des choses comme ça? Donc on va peut-être se dire, en dessous d'un certain seuil, tout ce qui va être panier abandonné, je le relance automatiquement, mais par contre, tout ce qui est au-dessus de ce seuil-là, bah, là, je mets une alerte au commercial ou un peu plus importantes sur le suivi parce que c'est stratégique, parce que c'est des types de produits aussi qui sont un petit Hum. peu à valeur ajoutée. Et donc, gérer ça. Mais il y avait aussi d'autres actions. Moi, tu me les avais un peu citées tout à l'heure, donc je te laisse Et euh, bah ouais, parce que là déjà tu évoquer. m'en as spoilé une, qui est effectivement quand on parle de marketing automatisé, on pense toujours à destination effectivement de l'utilisateur client. Il ne faut pas oublier, là, comme tu viens de le dire, hein, les notifications internes. L'outil CRM sert à ça. Ça augmente. Alors, c'est un terme qui est galvaudé, hein, mais c'est vrai que ça multiplie les bras, ça augmente, ça donne plus de poids finalement aux commerciaux. Ça va lui faire des alertes. Et encore une fois, ces alertes, si on est inondé tous les jours, nous en tant que commerciaux, d'un CRM qui nous met plein d'alertes, eh ben, tout le monde le sait. Après, on les lit plus, on les regarde plus. Donc voilà, il faut quand même bien réfléchir à tout ça pour que ça me donne la bonne info au bon moment. Et le troisième tip, c'est effectivement là-dessus, sur déclencher des actions automatiques, c'est les demandes d'avis clients. Demande d'avis client, on connaît effectivement encore une fois le B2C, de tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Mais demain, dans un usage B2B, si on a affaire à un client
qui pour la première fois prend un mode de transport différent, ou qui se fait livrer un site différent, ou alors qui commande un nouveau produit alors qu'il a l'habitude d'acheter autre chose, et ben là, c'est le bon moment pour déclencher effectivement une demande d'avis, un NPS en fait, pour collecter du verbatim et puis avoir du retour, du feedback qui est hyper pertinente, quoi. Pas demander non plus tout le temps au même achat, sinon ça c'est pénible. Je suis là pour gagner du temps, pour faire ma réa pro. Si votre site web il m'envoie tout le temps une demande d'avis après, ça va commencer à être pénible, quoi. Mais voilà, l'idée, hein, c'est automatiquement, intelligemment, au bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, les avis sont de plus en plus cruciaux en fait sur les plateformes, hein, comme en B2C finalement, hein. Tous les codes B2C de toute façon mettent un petit peu de temps à arriver en B2B, mais on est vraiment dans les mêmes logiques, quoi. Après, C'est tu avais ça. Mais évoqué là, du aussi, coup, ouais, ouais, là, du coup, vas-y. tu vois, il y a deux parties. Il y a le fait d'avoir la preuve sociale, que le site, il est bien, que ça marche bien, que le service derrière, la supply chain et tout ça, que ça roule bien. Donc ça, c'est un petit peu comme tu l'as dit, les avis B2C, mais pour le B2B. Mais l'autre truc, là, c'est comment avoir du feedback des clients sans que le commercial, il appelle, je dis n'importe quoi, 2 semaines après, il tombe pas au bon moment, etc. Bah, là, du coup, c'est le CRM, en fait, qui va pouvoir faire ça, en fonction, encore une fois, voilà, de segments, de commandes, etc. Donc ça, c'est Et pratique, quoi. après, ce sera le point 5, mais sans trop spoiler, d'autres acteurs dans l'entreprise vont pouvoir exploiter ces Tout à datas. fait, tout à fait. Après, le deuxième tips, hein, du coup, c'est le lead scoring. Donc ça, pareil, hein, ça fait partie des choses qu'on dit tout le temps et qui sont rarement détaillées. Un lead scoring sur mesure, donc là, c'est effectivement de réfléchir au cas par cas chez vous, dans vos sociétés, qu'est-ce qui est pertinent de scorer en termes de parcours utilisateur. Pour faire quoi finalement? Pour enrichir la base client naturellement, ou la base prospect, mais pour l'enrichir en mettant des nouveaux tags, hein, des catégorisations, ou alors de classer qu'on appelle des segments finalement, de classer les internautes donc, dans des segments qu'on appelle des segments dynamiques. Euh, et tout ça pour faire quoi? Tout ça pour demain potentiellement personnaliser le parcours d'achat avec des offres qui peuvent être différentes sur la page d'accueil ou qui peuvent être différentes en produits associés. Et ça peut être aussi pour faire des avancées un peu automatiques dans le pipeline, en fonction encore une fois de tous ces comportements. Donc le lean Ouais. scoring, pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît hyper pertinent. Et il y a aussi l'autre aspect, c'est que derrière, comme on le disait tout à l'heure, c'est OK, augmenter le chiffre d'affaires, mais en aussi adresser les aspects de scalabilité, donc de pas forcément recruter plus pour générer plus. Mais ça veut dire Mm. que derrière, les commerciaux se retrouvent souvent avec des portefeuilles clients qui vont grossir en volume. Voilà, c'est pas rare de se retrouver avec un portefeuille de 200, 300, 400. On a même eu des cas où il y avait 800 clients dans le portefeuille client. Donc le commercial, même s'il a un outil qui lui permet d'être plus efficace, à un moment, il ne peut pas se démultiplier. Et Mm. donc, c'est, comme tu le disais, hein, segmenter la base. Alors, il y a différentes méthodes, mais souvent, c'est du ABC ou du or, argent, bronze. Et de se dire, OK, tous mes clients or, je veux que les commerciaux vraiment fassent un focus dessus, prennent le temps, et donc on va scorer finalement la base, le Mm. portefeuille client en temps réel, et d'avoir des alertes, de dire, attention, tu as un client A ou or qui est en train d'avoir une fréquence d'achat qui diminue, qui va avoir un panier moyen qui est plus faible. Donc ça veut dire que potentiellement, il est en train de faire entrer un autre fournisseur chez lui. Donc, il faut adresser le sujet. Mais ces signaux sur une catégorie bronze, où on se dit, en fait, le potentiel de développement, il est pas énorme et on est quasiment au taquet, avec un faible chiffre d'affaires, ok, en fait, ça, on va l'adresser via d'autres mécaniques, du marketing automatisé, du suivi, mais l'objectif, c'est vraiment de mettre les ressources en interne là où ça a de la valeur, quoi. Mm. Clairement. En troisième point, troisième tips indispensable, hein, c'est l'espace client unifié. Donc on peut appeler ça aussi extranet client. Des fois, ça nous arrive, hein, de mettre en place un extranet client avant d'ouvrir un canal transactionnel e-commerce, quoi, hein, pour passer des commandes. Mais déjà, le fait d'offrir un espace client transparent dans lequel j'ai le suivi de mes commandes, j'ai le suivi de mes devis, j'ai le suivi évidemment des factures, des échanges que j'ai avec mon commercial ou l'équipe ADV, que j'ai un espace SAV, que j'ai un espace privilégié pour des FAQ ou une base de ressources. Cet espace client, on le vit tous les jours, hein, quand on se connecte sur notre compte Linky ou quand on regarde notre facture Soch ou etc. On le fait tous les jours dans notre usage, qu'il soit pro ou perso, mais
qui, dans son entreprise, ne s'est jamais connecté à un espace particulier pendant les heures de travail? Personne. Donc du coup, pourquoi je devrais avoir mon petit cerveau qui switch sur une interface hyper cool et transparente et quelque chose où j'ai rien et je dois essayer d'appeler quelqu'un à la DV pour avoir l'info? Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui si je veux effectivement offrir un réel service pour mes clients. Cet espace client unifié, il est indispensable. Et Qu'est-ce que tu là-dessus, en penses? ben, j'ai envie de dire, rien de plus à ajouter, c'est limpide. Par contre, je précise un point parce que j'ai des fois la remarque et la demande, l'inquiétude en tout cas de certaines personnes de se dire, ouais, mais en fait, il faut mettre à jour les infos et tout ça. En fait, pas du tout. C'est une synchro qui va se faire avec les différents systèmes de l'entreprise, donc le RP éventuellement, le CRM, pour que ce que consulte le client dans son espace client, ben, en fait, c'est du temps réel. Il n'y a aucune mise à jour à faire. Il peut même poser des demandes en temps réel sur bah voilà, le service client, on en reparlera tout à l'heure, s'il a une réclamation, s'il a besoin d'avoir un intervenant. Et ça, c'est des choses après qui sont récupérées bah, dans le CRM, dans le RP, qui permettent d'être hyper réactif, d'avoir une expérience qui va être hyper personnalisée. Je te fais une passe pour ton point 4. C'est ça. Le point 4, la relation hyper personnalisée, hein, ça va être effectivement donc sur cette base de connaissances qui, je rappelle, est permise grâce à une solution technique moderne mise en place par des gens modernes, comme Dedi, mais qui se connecte en 2 clics, parce que c'est le cas, hein, tu l'as pas trop dit, hein, mais Koban avec le connecteur natif, ça veut dire que j'installe mon connecteur Koban sur mon Shopify comme si j'installais un jeu sur mon iPhone, quoi. Enfin, ça se passe comme ça. Donc du coup, une fois que j'ai tout ça qui est bien connecté et où on a travaillé le lead scoring, on a travaillé tous ces éléments-là et on a, comme tu le dis, j'imagine, dans tes autres webinaires, un CRM qui est quand même bien rempli, parce qu'un CRM qui n'est pas rempli, on va avoir du mal à le rendre intelligent, hein, mais un CRM qui est bien rempli, bah, je vais pouvoir faire une relation hyper personnalisée. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ça peut être les recommandations produits, ça peut être du contenu éditorial, mais qui est personnalisé par rapport à mes segments de clients. Hein. Donc, je fais partie du segment VIP qui achète telle typologie de produit. Bah, du coup, je vais pouvoir retrouver ça potentiellement dans mon espace client ou à différents endroits sur le site parce que j'ai cette base de connaissances hein, de son parcours. Et on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle donc des workflows. Alors les workflows, c'est quoi, hein? C'est donc des suites d'étapes qu'on peut automatiser hein, par rapport à des comportements, par rapport à des déclencheurs. Là, l'idée, c'est que oui, pareil, c'est comme le lead scoring ou comme le marketing automatisé. On se dit, oui, ok, c'est cool, je peux en faire, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Là, on va revenir un peu aux process commerciaux. Si j'ai pas de process, si mon équipe n'est pas processée, si j'ai pas une relation commerciale qui est processée, bah, j'aurais du mal à imaginer un automatisme en fait. Hein. Donc ces workflows, en fait, ils vont être le reflet de vos process, dans lequel vous pourrez aussi faire des ajustements. Hein. Tiens, je teste, ou alors je mets en place tel workflow pour mes VIP, ou un autre workflow pour un autre. Je vais pouvoir comme ça automatiser ou semi-automatiser la relation commerciale. Et quand je dis automatiser, malheureusement, hein, ça se fait pas tout seul. Hein. Pour toi, Fabien, ça se fait pas tout seul. Pour moi non plus. Pour tout le monde ici, ça se fait pas tout seul. Mais automatiser, c'est encore une fois ne pas oublier les relances internes. Le fait, voilà, le commercial, il a la bonne info au bon moment, bah, c'était dans le cadre d'un workflow, etc. Et c'est ça qui lui a permis d'être méga pertinent et de prendre son téléphone. Bah, c'est ça, et je vais rebondir sur ce que tu disais au départ. Effectivement, le fait de remplir le CRM, alors il y a toujours une part humaine dans la data qu'on collecte et les informations qu'on va récupérer. Mais là, comme on le disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que les systèmes sont connectés et donc il y a de l'info nativement qui arrive dans le CRM qui va permettre de mieux connaître le client, de savoir ce qu'il avait regardé la dernière fois, quand est-ce qu'il a commandé. Toutes ces infos, le commercial ou peu importe qui accède à la fiche va l'avoir en temps réel et pouvoir répondre hyper facilement. Et là-dessus, alors Florian, tu l'as pas évoqué tout à l'heure sur tes exemples, mais nous on a des cas d'usage où en fait la relation client, donc c'est soit un service commercial ou l'ADV, des choses comme ça, qui est connecté avec le e-commerce, Coban et la téléphonie, et qui fait que quand un client appelle, en fait, il y a la fiche du client qui remonte, on a tout l'historique, on sait s'il y a des tickets en cours, et de manière instantanée. Et ça, en termes d'expérience client, c'est juste fabuleux, parce qu'on n'a pas besoin de réexpliquer, d'être baladé parmi 50 services, on a l'info rapidement. Et ben, tu l'évoquais sur l'exemple Jimmy, qui était un peu d'avoir une barrière à l'entrée
avec le e-commerce parce qu'ils apportent une expérience qui est meilleure que leurs concurrents, bah, finalement aussi, cette expérience, elle est effectivement sur la plateforme e-commerce, mais dans toute la relation, dans tous les aspects, ce qui fait que derrière, en fait, quelqu'un qui arrive chez vous, qui a cette expérience-là, même s'il veut aller voir la concurrence, en fait, vous placez la barre tellement haute, ou en tout cas le curseur très haut, ce qui fait qu'à un moment, bah, en fait, il va être prêt à rester chez vous, même si vous êtes un petit peu plus cher ou d'autres éléments. Et il y a tout un aspect de rétention, en fait, dans une stratégie e-commerce qui est énorme. Et on sait qu'aujourd'hui, bah, surtout dans le contexte, les clients existants, faut les bichonner, faut en prendre soin parce qu'en fait, l'acquisition devient de plus en plus dure. C'est ça. Et on n'oublie pas un chiffre qu'on a dit au tout début, hein, que 90% des gens peuvent changer de fournisseur tout simplement parce que cette interface n'est pas adaptée, lui fait perdre du temps. Donc, il peut être très volatile, quoi. Encore une fois, on vit dans une ère où, en fait, on peut se résumer à un login et un mot de passe, quoi. Voilà. Du coup, il faut être Et vigilant à switcher ça. ouais, Ouais. rapidement. Et puis bien les bichonner, ouais. Ça, c'est clair. Et du coup, qui dit bien bichonner et tout ça, ça donne la passe pour le cinquième tips, hein, qu'on dit, voilà, connecter marketing, commerce et service client. C'est bête à dire, mais pour que ça marche sur le long terme et sans friction, c'est encore une fois une décision collégiale du CODIR, c'est une stratégie d'entreprise. Un canal e-commerce B2B, c'est pas un énième gadget qu'on va mettre dans les mains, c'est une strat d'entreprise dans lequel je vais faire travailler effectivement mes équipes marketing qui vont préparer la stratégie et mettre en place les segments et les idées d'automatisation. Ensuite, je vais avoir le commerce, les commerciaux qui vont pouvoir se concentrer sur leur expertise et puis apporter donc des conseils aux clients, tout en sachant qu'avec un usage normal, tout le travail préparatoire du marketing va bien se faire et que eux aussi vont gagner du temps là-dedans. Et en trois, le service client, lorsqu'il doit travailler effectivement sur des actions, eh ben, il va avoir en toute transparence, clarté, immédiateté, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le client précédemment? Les précédentes commandes, les précédents messages, la précédente navigation, précédentes interactions avec l'entreprise. Ça, c'est hyper important. L'idée, c'est de casser les silos. Hein, voilà, les équipes bossent toutes de la même manière. On unifie toute cette expérience. Chaque équipe, bah, effectivement, va gagner en lisibilité, en réactivité. Et donc, l'expérience après client, bah, forcément, elle est beaucoup plus pertinente. Comme tu l'as dit dans le cadre du téléphone, hein, Bah, l'idée, c'est notamment, voilà. tu Hum, as ce point-là, mais alors, de toute manière, nous, c'est notre ADN chez Coban. L'outil permet de bosser toutes les équipes ensemble parce qu'on a les différents modules qui sont intégrés, même si des fois, c'est des services externes et on récupère de la data. Mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à disposition, ne plus centraliser l'information, ne pas la retrouver à un endroit, bah, clairement, nos clients nous le pardonnent de moins en moins, sont hyper exigeants par rapport à ça, parce que voilà, dans nos expériences perso, finalement, on a des outils, tu as parlé de Linky, de Soch, mais voilà, si on prend Amazon, des choses comme ça, l'expérience et le niveau de personnalisation est énorme. Et maintenant, on attend la même chose en tant que pro, parce qu'en plus, les enjeux sont beaucoup plus importants. Et donc, il faut que tous les services puissent avoir l'info en temps réel, savoir où est-ce qu'on en est. Et même après, dans le cadre de Koban, bah, par exemple, d'avoir des synergies au-delà des automatismes, mais de dire, bah, il y a un ticket qui arrive au service client, bah, que le service client puisse tout de suite mettre une notification au commercial, lui dire, tiens, attends, là c'est chaud, est-ce que tu peux prendre contact avec lui pour refaire descendre un petit peu la pression. Donc voilà, il y a aussi tout cet aspect, un moment de suivi client, de relation, et hum. où tous les services de la boîte en fait tirent dans le même sens, vont dans la même direction, et en fait il y a des vraies synergies qui se mettent en place.